Quand Sophie a visionné les enregistrements des caméras cachées, celles qu'elle avait installées dans le but de renvoyer sa femme de ménage, elle a découvert quelque chose qui l'a fait trembler. Ce n'était pas un vol, ce n'était pas de la négligence, c'était quelque chose qu'elle, la mère, n'avait jamais réussi à faire en 6 ans, et à cet instant précis. Sophie a compris qu'elle avait été aveugle, complètement aveugle. Si jamais vous avez eu l'impression que le monde entier était contre vous, que personne ne vous voyait, que vous étiez invisible, restez avec nous, parce que cette histoire va changer votre regard sur ces personnes qui passent inaperçues dans votre vie. Sophie Dubois avait 42 ans, et elle était la directrice générale d'une des plus grandes maisons de parfums de France. Son visage apparaissait dans les magazines économiques. Son nom était synonyme de réussite. Mais il y avait quelque chose dans la vie de Sophie qu'aucune couverture de magazine ne mentionnait, quelque chose qu'elle-même évitait d'évoquer. Antoine, son fils de 6 ans, atteint de trisomie 21. Ce n'est pas que Sophie n'aimait pas Antoine. Le problème était bien plus complexe que cela. Elle ne savait tout simplement pas comment l'aimer. Quand Antoine est né, et que les médecins ont annoncé le diagnostic, le père de l'enfant, un homme d'affaires que Sophie avait rencontré lors d'un congrès international, a disparu. Littéralement. Charles a signé les papiers de renonciation à la paternité et n'a plus jamais été revue. Sophie s'est retrouvée seule, avec un bébé dont elle ne savait pas comment s'occuper. Alors, elle a fait ce qu'elle avait toujours fait face à un problème. Elle a embauché quelqu'un pour le résoudre, mais avant ça, elle a essayé de créer un lien avec Antoine. Durant les premiers mois, Sophie a dévoré tous les livres sur la trisomie 21 qu'elle a pu trouver. Elle passait des heures à faire des recherches sur les traitements, les thérapies, les méthodes. Mais quand venait le moment de s'asseoir avec son fils, de le regarder dans les yeux, de lui chanter une berceuse, quelque chose se bloquait en elle. Elle ne savait pas quoi dire, elle ne savait pas comment agir. Elle avait l'impression de parler à un étranger, et cet étranger était son propre sang. La première nounou a tenu 3 mois, la deuxième, 4, la troisième, seulement 6 semaines. Chacune partait avec la même plainte. L'enfant est difficile, l'ambiance est froide. Il n'y a aucune connexion émotionnelle dans cette maison. Sophie les écoutait et avait l'impression qu'on lui jetait la pierre. Mais au fond, elle savait qu'elles avaient raison. Nounou, auxiliaire de vie spécialisée, ergothérapeute. Une armée de professionnels a défilé dans l'hôtel particulier de Sophie durant les premières années de la vie d'Antoine. Aucun n'est resté plus de 6 mois. Certains disaient que l'enfant était difficile, d'autres que l'ambiance était froide. Sophie n'a jamais vraiment compris ce qui clochait. Elle savait juste qu'Antoine semblait de plus en plus distant, plus renfermé sur lui-même, plus inaccessible. Mais ce que Sophie ignorait, ce que personne ne savait, c'est que quelque chose était sur le point de changer, et ce quelque chose avait un nom, Fatima. Fatima est arrivée à l'hôtel particulier de Sophie un mardi d'août, en réponse à une annonce pour une femme de ménage. Pas pour une auxiliaire de vie, pas pour une nounou, juste pour le ménage et l'entretien de la maison. Sophie ne lui a même pas fait passer l'entretien personnellement. Son assistante s'est occupée de tout. On lui a juste envoyé un message pour lui dire que la nouvelle employée commencerait le lendemain. Fatima avait 67 ans. Elle était d'origine maghrébine, forte. Elle portait ses cheveux gris attachés en un chignon serré qui ne se défaisait jamais. Elle portait un uniforme bleu marine avec un tablier blanc et des gants de ménage jaunes. Elle marchait lentement, avec ce pas de celles qui ont porté beaucoup de poids dans la vie. Mais elle avait des yeux qui semblaient voir des choses que les autres ne voyaient pas. Lors de son premier jour, Fatima a nettoyé la cuisine, rangé le garde-manger, lavé les baies vitrées du salon. Elle a fait tout ce qui était dans son contrat, et rien de plus. Mais quelque chose s'est passé alors qu'elle passait le chiffon sur les meubles du couloir du premier étage. Elle a entendu un son doux, comme un gémissement, ou peut-être un sanglot étouffé. Il venait de la chambre au bout du couloir, la chambre que l'assistante de Sophie lui avait dit qu'il n'était pas nécessaire de nettoyer parce que l'enfant avait sa propre auxiliaire de vie. Fatima s'est arrêtée.
Elle a regardé vers la porte fermée. Le son s'est fait entendre à nouveau. C'était un petit gémissement, presque imperceptible, comme celui d'un animal blessé qui n'a plus la force de crier. Et pendant un instant, quelque chose dans sa poitrine s'est serré, une douleur ancienne. Une douleur qu'elle connaissait trop bien. C'était le même son que Sofiane faisait quand il était petit et qu'il se sentait seul. Le même gémissement de désespoir qu'elle avait appris à reconnaître durant les 7 années où elle s'est occupée de son petit-fils. Fatima a serré le chiffon de nettoyage entre ses mains. Ses jointures sont devenues blanches sous la pression. Elle sentait son cœur battre fort contre ses côtes, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine et courir vers cette chambre. Mais elle n'est pas entrée. Ce n'était pas sa place, mais c'est pas ce jour-là. Les 2 premières semaines de Fatima à l'hôtel particulier se sont déroulées normalement. Elle nettoyait, cuisinait quand on le lui demandait, maintenait tout impeccable. Sophie la voyait à peine, car elle rentrait chez elle après 10 heures du soir et repartait avant 6 heures du matin. La maison était gérée par l'assistante, et l'assistante était efficace. Tout fonctionnait comme une machine. Mais Fatima continuait d'entendre ce son, tous les après-midi, toujours à la même heure. Un gémissement, un sanglot. Quelque chose qui venait de cette chambre au bout du couloir. Un jour, l'auxiliaire de vie d'Antoine ne s'est pas présentée. Elle a téléphoné pour dire qu'elle était malade. L'assistante de Sophie a paniqué en essayant de trouver un remplaçant. Et pendant qu'elle passait des appels désespérés, Fatima s'est retrouvée seule dans le couloir du premier étage. Et la porte de la chambre d'Antoine était entr'ouverte. Ce que Fatima a vu quand elle a jeté un coup d'œil. C'était un enfant assis par terre, seul, se balançant d'avant en arrière, regardant dans le vide. Il y avait des jouets coûteux éparpillés dans toute la pièce, des jouets que visiblement personne n'utilisait. L'enfant ne pleurait pas. Mais il avait une expression sur le visage que Fatima a reconnue instantanément. C'était l'expression de quelqu'un qui avait cessé d'espérer. Et à cet instant précis, Fatima s'est souvenue. Elle s'est souvenue de Sofiane, son petit-fils, l'enfant qu'elle avait perdu il y a 8 ans dans un accident de la route. Sofiane aussi était atteint de trisomie 21. Sofiane aussi se balançait quand il était seul. Sofiane aussi avait ce regard quand personne ne lui prêtait attention. Fatima sentit ses jambes trembler. Elle ne devrait pas entrer. Ce n'était pas son travail. On ne la payait pas pour ça. Mais ses pieds se sont mis à bouger tout seuls. Elle s'est assise par terre, à 1 mètre d'Antoine. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas essayé de le toucher. Elle s'est juste assise là en silence, regardant dans la même direction que lui. 5 minutes ont passé. 10, 15. Et alors, Antoine a tourné la tête, juste un peu, suffisamment pour la regarder du coin de l'œil. Fatima n'a pas bougé. Antoine a regardé à nouveau devant lui. Mais quelque chose avait changé, quand l'auxiliaire de vie est finalement arrivé 2 heures plus tard. Elle a trouvé Antoine endormi dans son lit, paisible, sans aucune trace d'angoisse. La femme de ménage pensait que la journée avait été facile. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Et Fatima n'a rien dit. Mais le lendemain, après avoir fini de nettoyer, elle est repassée devant ce couloir. Et la porte était à nouveau entr'ouverte. Et Antoine était là, à se balancer. Alors Fatima est entrée. Cette fois, elle avait apporté quelque chose. Une feuille de papier et des crayons de couleur qu'elle avait trouvés dans un tiroir de la cuisine. Elle s'est assise par terre et a commencé à dessiner. Rien de compliqué. Juste un soleil, une maison, un arbre. Antoine a arrêté de se balancer. Il l'a regardé. Et Fatima lui a tendu un crayon jaune. Pendant un moment qui a semblé une éternité, rien ne s'est passé. Mais alors, lentement, très lentement, la petite main d'Antoine s'est tendue et a pris le crayon. Il n'a rien dessiné. Il l'a juste tenu. Mais pour Fatima, c'était suffisant. Elle sentait les larmes vouloir sortir, mais elle les a retenues. Elle ne voulait pas effrayer l'enfant. Elle ne voulait pas qu'il pense que quelque chose n'allait pas. Alors elle a respiré profondément, a souri, et a continué à dessiner à côté de lui. Ce jour-là, en sortant de la chambre d'Antoine, Fatima est allée aux toilettes de service du rez-de-chaussée. Elle a fermé la porte.
et a pleuré en silence pendant 10 minutes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de gratitude, parce que Lucas lui avait appris quelque chose. Il lui avait appris que certains enfants ont besoin de temps, que certains enfants ont besoin de patience, que certains enfants parlent avec les yeux avant de parler avec la bouche, et Antoine avait les mêmes yeux que Lucas. Des yeux qui demandèrent de l'aide sans savoir comment la demander. Des yeux qui cherchaient une connexion dans un monde qui ne les comprenait pas. Fatima s'est regardée dans le miroir des toilettes. Elle a vu une vieille femme, fatiguée, avec les mains craquelées par des années à nettoyer des maisons. Mais elle a aussi vu quelque chose d'autre. Elle a vu une femme qui avait encore quelque chose à donner. Une femme dont le cœur, malgré toute la douleur, savait encore aimer. Et à ce moment-là, elle a pris une décision. Elle allait s'occuper de cet enfant. Pas parce qu'elle était payée, pas parce que c'était son travail, mais parce que Lucas le lui avait demandé. D'où qu'il soit. Son petit-fils lui avait envoyé cet enfant, et elle n'allait pas le décevoir. Ça avait commencé. Si cette histoire vous touche, si vous ressentez quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, je vous demande une chose, une seule. Pensez à quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous sans que personne ne le lui demande. Quelqu'un qui vous a vu quand vous étiez invisible, parce que ce qui va suivre aura besoin que vous ayez ce souvenir présent. Les semaines ont passé, et sans que personne ne s'en rende compte, Fatima avait établi une routine. Elle arrivait à l'hôtel particulier 1 heure avant ce que disait son contrat. Elle terminait rapidement ses tâches ménagères. Et alors, quand personne ne regardait, elle allait dans la chambre d'Antoine. La nounou officielle avait des horaires fixes. Elle arrivait à 9 heures, partait à 5 heures. Mais il y avait des moments vides, des moments où Antoine était seul. Et dans ces moments-là, Fatima apparaissait. Elle avait créé quelque chose, un système. Des cartons de couleurs avec des dessins simples. Un soleil signifiait aller au jardin. Un lit signifiait repos. Un visage souriant signifiait jeu. Antoine ne parlait pas. Les médecins avaient dit qu'il ne parlerait peut-être jamais clairement. Mais avec ces cartons, il avait trouvé un moyen de communiquer. Et il y avait autre chose. Une chanson. Fatima la chantait doucement, presque en chuchotant. C'était une berceuse bretonne que sa grand-mère lui avait appris quand elle était petite fille. Une mélodie simple, répétitive, hypnotique. Quand elle la chantait, Antoine arrêtait de se balancer. Ses yeux se fixaient. Sa respiration se calmait. C'était comme de la magie. Mais ce n'était pas de la magie. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus rare. C'était de l'amour sans condition, sans horaire, sans contrat. Le genre d'amour que Sophie, avec tout son argent et tout son pouvoir, n'avait pas réussi à donner à son propre fils. Et c'est que l'amour ne s'achète pas. Peu importe le nombre de zéros sur votre compte en banque, peu importe le nombre de diplômes accrochés à votre mur, peu importe le nombre d'entreprises que vous dirigez ou le nombre de couvertures de magazines qui portent votre photo, l'amour est autre chose. L'amour, c'est s'asseoir sur le sol froid d'une chambre pendant des heures, en attendant qu'un enfant qui ne vous connaît pas décide de vous faire confiance. L'amour, c'est chanter la même chanson 100 fois parce que cette chanson le calme. L'amour, c'est créer un système de communication avec des cartons de couleurs parce que les médecins ont dit que l'enfant ne parlerait jamais. L'amour, c'est persister quand tout le monde a abandonné. Et Fatima avait ce genre d'amour. Elle l'avait appris avec Lucas. Elle l'avait perfectionné pendant 7 ans à s'occuper d'un enfant que le monde considérait comme différent. Et maintenant, elle le donnait gratuitement à un autre enfant qui avait exactement le même besoin. Mais Fatima ne pensait pas à ça. Fatima pensait seulement à Antoine, à cet enfant qui lui rappelait tellement Lucas, à cette opportunité de faire ce qu'elle n'avait pas pu faire pour son petit-fils, une seconde chance. Et pendant que tout cela se passait, Sophie était complètement aveugle. Elle vivait sa vie de réunions et de voyages et d'interviews. Elle voyait Antoine peut-être 15 minutes par jour, et pendant ces 15 minutes, l'enfant semblait le même que d'habitude, distant, déconnecté, un problème qu'elle avait appris à gérer mais pas à résoudre.
Ce que Sophie ne savait pas, c'est qu'Antoine gardait quelque chose qu'il ne montrait que quand elle n'était pas là. Mais cela allait changer, parce qu'un jour, quelque chose a disparu de l'hôtel particulier, et Sophie allait découvrir ce que les caméras pouvaient vraiment montrer. Tout a commencé un vendredi soir. Sophie est rentrée chez elle après un voyage de 3 jours à Paris. Elle était épuisée. Elle voulait juste dormir. Mais quand elle est entrée dans sa chambre et a ouvert la boîte à bijoux où elle gardait ses pièces les plus précieuses, elle a senti son cœur s'arrêter. Le collier de diamants de sa grand-mère avait disparu. C'était une pièce unique, estimée à plus de 200 000 €. Mais sa valeur réelle était sentimentale. C'était la seule chose qui lui restait de la femme qui l'avait élevée quand ses propres parents étaient trop occupés pour le faire. Sophie a tout vérifié dans la boîte à bijoux. Elle a vérifié les tiroirs. Elle a vérifié sous le lit. Le collier était introuvable. Et alors, elle a commencé à penser. La seule personne qui entrait régulièrement dans sa chambre était la femme de ménage. Cette nouvelle femme, la vieille. Comment s'appelait-elle? Fatima. Oui, Fatima. Sophie ne voulait pas être injuste. Elle ne voulait pas accuser sans preuve. Mais la suspicion était là, grandissant, empoisonnant. Le lendemain, elle a appelé une entreprise de sécurité. Elle voulait des caméras, dans toute la maison, spécialement dans sa chambre, dans le couloir principal et dans la cuisine. Des caméras discrètes, invisibles, qui enregistreraient tout sans que personne ne le sache. Le technicien est venu ce même week-end quand Fatima n'était pas là. Il a installé 8 caméras au total, toutes connectées à une application sur le téléphone de Sophie. Maintenant, je vais la piéger, pensa Sophie. Maintenant, je vais voir la vérité. Mais la vérité qu'Elena, non, Sophie, était sur le point de découvrir n'avait rien à voir avec des bijoux. Et quand elle la verrait, sa vie ne serait plus jamais la même. 5 jours passèrent. Sophie visionnait les enregistrements chaque soir, avançant rapidement les parties ennuyeuses, cherchant le moindre comportement suspect. Elle ne trouva rien. Fatima nettoyait, cuisinait, faisait son travail. Elle n'entrait pas dans les pièces interdites, ne touchait pas aux objets qu'elle ne devait pas toucher. C'était frustrant, mais Sophie était patiente. Elle savait que les voleurs finissaient toujours par faire des erreurs. Ce que Sophie ignorait, c'est qu'il y avait une caméra qu'elle avait elle-même oublié de vérifier. La caméra du couloir du premier étage, celle qui pointait vers la chambre d'Antoine. C'est le 6e jour que tout bascula. Sophie était dans son bureau, en pause entre 2 réunions, quand elle décida de vérifier les caméras en temps réel. Elle ouvrit l'application, sélectionna la caméra du couloir du premier étage, et ce qu'elle vit la fit se rasseoir lentement sur sa chaise. La femme de ménage, Fatima, était en train d'entrer dans la chambre d'Antoine. Sophie sentit une vague d'indignation l'envahir. Cette femme n'avait rien à faire là. La chambre d'Antoine était le territoire de l'éducatrice spécialisée. Personne d'autre ne devait y entrer. C'était une règle claire, mais avant d'appeler pour exiger des explications, quelque chose la retint. Antoine était assis par terre, et quand Fatima entra, il leva la tête. Sophie connaissait son fils. Elle savait qu'Antoine ne levait jamais la tête quand quelqu'un entrait, pas même quand elle-même lui rendait visite durant ses rares moments libres. L'enfant restait enfermé dans son monde, indifférent à tout. Mais maintenant, il regardait cette femme. Sophie se pencha vers l'écran de son téléphone portable. Fatima s'assit par terre, à environ 2 mètres d'Antoine. Elle sortit quelque chose de sa poche. Cela ressemblait à des cartons de couleur. Elle les étala sur le sol devant elle. L'un d'eux avait un dessin de soleil. Un autre, un lit. Un autre, un visage souriant. Et alors, elle fit quelque chose que Sophie n'avait jamais vu. Antoine rampa vers elle, de lui-même, sans que personne ne le force. L'enfant regarda les cartons, tendit sa petite main et toucha celui qui avait le visage souriant. Et Fatima sourit. Sophie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, quelque chose qu'elle ne sut pas identifier, une émotion étrange, inconnue. Elle continua à regarder. Fatima commença à chanter, une mélodie douce, répétitive, dans une langue que Sophie ne reconnut pas.
peut-être du portugais ancien, peut-être quelque chose d'africain. La femme chantait doucement pendant qu'Antoine la regardait fixement. Et alors, il se passa quelque chose d'impossible. Antoine commença à bouger les lèvres. Aucun son ne sortait. Il n'y avait pas de mots clairs. Mais l'enfant essayait de suivre la chanson. Il essayait de chanter. Sophie faillit laisser tomber son téléphone en 6 ans. Aucun thérapeute, aucun spécialiste, aucun professionnel n'avait réussi à faire en sorte qu'Antoine essaie de vocaliser quoi que ce soit. Les médecins disaient qu'il ne parlerait probablement jamais, que son état était sévère, qu'il fallait accepter ses limitations. Et maintenant, une femme de ménage, une femme qui n'était même pas embauchée pour s'occuper de lui, était en train de réaliser l'impossible. Sophie ferma l'application, resta à fixer l'écran noir de son téléphone pendant plusieurs minutes. Elle ne savait pas quoi penser. Elle ne savait pas quoi ressentir. Mais elle savait qu'elle avait besoin d'en voir davantage. Ce soir-là, Sophie rentra chez elle plus tôt que d'habitude. Elle passa par la chambre d'Antoine. L'enfant dormait, tranquille, avec une expression de paix qu'elle avait rarement vue sur son visage. Sur la table de chevet, il y avait des cartons de couleurs pliés soigneusement. Sophie les prit, les examina. Chacun avait un dessin simple et un mot écrit au verso. Soleil, lit, manger, jouer, musique, maman, maman. Sophie resta à fixer ce carton pendant très longtemps. Son fils avait un système de communication, un langage propre, et elle ne le savait, Péaz. Elle n'en avait aucune idée. Mais quelqu'un d'autre le savait. Quelqu'un qui lavait les sols et faisait la vaisselle avait découvert une façon d'atteindre son fils qu'elle n'avait jamais trouvée. Quelle sorte de mère suis-je, pensa Sophie. Quelle sorte de mère ne connaît pas son propre enfant? Mais la culpabilité dura peu, car Sophie Monteiro n'était pas le genre de personne à se vautrer dans des émotions inconfortables. C'était une dirigeante, une solutionneuse de problèmes. Et maintenant, elle avait de nouvelles informations à traiter pendant les 3 jours suivants. Sophie se consacra à l'étude des enregistrements comme s'il s'agissait de rapports trimestriels. Elle avançait, mettait sur pause, prenait des notes mentales. Ce qu'elle vit la détruisit petit à petit. Fatima arrivait à 7 heures du matin. 1 heure avant son horaire officiel, elle nettoyait rapidement l'essentiel. Et ensuite, quand personne ne regardait, elle montait dans la chambre d'Antoine. Sophie vit comment la femme s'asseyait par terre chaque jour, vit comment elle utilisait les cartons pour communiquer, vit comment elle chantait cette chanson étrange qui semblait hypnotiser l'enfant, vit comment, peu à peu, jour après jour. Antoine se rapprochait davantage, se détendait davantage, faisait davantage confiance, vit comment Fatima lui montrait des photos d'un vieux livre, des photos d'animaux, de paysages, de personnes, et comment elle montrait chaque image et prononçait son nom lentement, comme espérant qu'Antoine répète. Vit comment la femme faisait des exercices avec les mains de l'enfant, des mouvements simples, ouvrir, fermer, montrer, applaudir, des choses que les thérapeutes facturèrent des centaines d'euros. Et elle vit quelque chose d'autre, un après-midi, en visionnant un enregistrement de la veille. Sophie vit Fatima sortir quelque chose de sa poche. C'était une photographie vieille, usée sur les bords. Elle montrait un petit garçon, peut-être de 4 ou 5 ans, avec les traits inconfondibles de la trisomie 21. Fatima regarda la photo pendant un long moment, et ensuite, elle la pressa contre sa poitrine et ferma les yeux. Sophie vit comment les épaules de la femme tremblaient. Elle pleurait, en silence, sans faire de bruit, mais elle pleurait. Et à ce moment-là, Sophie comprit quelque chose. Cette femme ne faisait pas ça pour l'argent. Elle ne le faisait pas par obligation. Elle ne le faisait pas parce que quelqu'un le lui avait demandé. Elle le faisait parce qu'elle avait perdu quelque chose, ou quelqu'un, et en Antoine. Elle avait trouvé une raison de continuer à avancer. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que Sophie ignorait encore à ce moment-là. Quelque chose qui allait tout changer. Sophie décida d'enquêter. Elle voulait en savoir plus sur Fatima.
Qui elle était? D'où elle venait? Pourquoi elle travaillait à 67 ans à nettoyer les maisons de riches? Elle appela son assistante et lui demanda le dossier complet de la femme de ménage. Ce qu'elle trouva était simple, trop simple. Fatima Maria dos Santos, 67 ans, née à Salvador, veuve, sans domicile fixe enregistré, référence professionnelle de 3 maisons précédentes, toutes avec d'excellents commentaires. Mais il y avait une note en marge, une que l'agence d'emploi avait ajoutée à titre d'observation. Fatima avait mentionné lors de l'entretien qu'elle s'était occupée d'un petit-fils avec une trisomie 21 pendant plusieurs années. L'enfant est décédé dans un accident il y a environ 8 ans. Sophie lut cette note 3 fois. Un petit-fils, avec des besoins spécifiques, décédé. Soudain, tout prenait sens. La façon dont Fatima regardait Antoine, la patience infinie, le dévouement silencieux. La vieille photo qu'elle gardait dans sa poche, cette femme ne s'occupait pas d'Antoine dans le cadre d'un travail. Elle s'occupait du souvenir de quelqu'un qui n'existait plus. Sophie se sentit petite, pour la première fois depuis longtemps. Elle se sentit vraiment petite. Elle avait engagé des nounous d'agence élite. Elle avait payé les meilleurs thérapeutes. Elle avait investi une fortune dans des spécialistes qui promettaient des résultats. Et aucun n'avait réussi ce que cette femme accomplissait en silence, sans rien demander en échange, parce qu'aucun d'eux n'avait ce que Fatima avait, un cœur brisé qui savait encore aimer. Sophie resta longtemps à penser à cette phrase, un cœur brisé qui savait encore aimer. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Cela signifiait que la douleur ne te détruit pas. Cela signifiait que perdre quelqu'un ne te vide pas. Cela signifiait que, si tu le choisis, tu peux transformer la souffrance en quelque chose de différent, en quelque chose de bon. Fatima avait perdu son petit-fils de la manière la plus cruelle possible. Elle l'avait vu mourir dans ses bras. Elle avait entendu son dernier souffle. Elle avait porté ce poids pendant 8 ans, travaillant dans des hôtels particuliers de riches qui ne connaissaient probablement même pas son nom complet. Et pourtant, elle continuait à aimer. Elle continuait à prendre soin. Elle continuait à donner. Sophie, en revanche, avait tout, de l'argent, du pouvoir, du succès, un fils vivant qui avait besoin d'elle. Et qu'avait-elle fait de tout cela? Elle l'avait gâché. Elle avait construit des murs au lieu de ponts. Elle avait engagé des inconnus pour faire le travail qu'elle devait faire. Quelle sorte de personne suis-je? Pensa Sophie. Et pour la première fois de sa vie, elle n'eut pas de réponse qui la réconforte. Et pendant que Sophie pensait à tout cela, pendant qu'elle assimilait ce qu'elle découvrait, il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu, quelque chose dans les enregistrements les plus récents, quelque chose qui la ferait trembler. Et voici la partie qui va te briser le cœur, mais tu dois l'écouter. Parce que ce que Sophie a vu ensuite ne concernait pas seulement Antoine, c'était à propos d'elle-même, à propos de toutes les mères qui travaillent trop, à propos de tous les pères qui croient pouvoir compenser l'absence avec de l'argent, à propos de nous tous qui oublions que l'amour ne se sous-traite pas. Sophie était en train de revoir les enregistrements de mardi, la veille. Il était presque 4 heures de l'après-midi dans la vidéo. Fatima était dans la chambre d'Antoine, comme d'habitude. Mais quelque chose était différent. L'enfant était debout, pas assis, debout, face à Fatima, la regardant droit dans les yeux. Sophie n'avait jamais vu Antoine maintenir un contact visuel avec qui que ce soit pendant plus de 2 secondes. C'était l'une de ses caractéristiques. Il évitait les regards. Il s'enfermait sur lui-même. Mais là, il était là, regardant cette femme comme si elle était la seule chose qui existait au monde. Et alors Fatima étendit les bras. Et Antoine marcha vers elle. Il ne courut pas, il marcha. Pas après pas, concentré, jusqu'à ce qu'il arrive dans les bras de la femme et se laisse envelopper dans une étreinte. Sophie retint son souffle. Fatima caressa les cheveux d'Antoine en l'embrassant. Et alors, très doucement, elle commença à chanter cette chanson, la même que d'habitude, la berceuse capverdienne. Et Antoine ouvrit la bouche, et de cette bouche sortit un son. Ce n'était pas un mot clair, ce n'était pas une phrase, c'était plutôt comme une tentative, un balbutiement rythmé.
Mais c'était quelque chose. C'était plus que ce que Sophie avait entendu de son fils en 6 ans. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophie avant qu'elle ne se rende compte qu'elle pleurait. Elle continua à regarder l'enregistrement. Fatima se sépara de l'étreinte et regarda Antoine dans les yeux. Elle lui dit quelque chose. Sophie monta le volume au maximum pour écouter. « Très bien, mon petit. Très bien. Mamie est fière de toi. Très fière. Mamie. » Le garçon l'appelait Mamie. Et Fatima répondait comme si elle l'était. Sophie sentit quelque chose se briser en elle. Quelque chose qu'elle avait construit pendant des années. Un rempart, une défense. L'illusion qu'elle faisait ce qu'il fallait en gardant ses distances, en payant les autres pour faire ce qu'elle ne savait pas faire. Ce rempart s'effondra à ce moment-là, parce que Sophie comprit la vérité. Ce n'était pas qu'elle ne savait pas comment aimer Antoine, c'était qu'elle avait cessé d'essayer. Et pendant qu'elle abandonnait, pendant qu'elle renonçait, pendant qu'elle signait des chèques et engageait des inconnus, une femme de 67 ans qui nettoyait les sols avait pris sa place. Une femme qui avait perdu son propre petit-fils. Une femme qui portait une douleur que Sophie ne pouvait même pas imaginer. Une femme qui, au lieu de s'aigrir, avait décidé d'utiliser cette douleur pour guérir un autre enfant. Sophie ferma l'application. Elle resta assise dans l'obscurité de son bureau pendant près d'1 heure. Elle ne savait pas quoi faire de ce qu'elle avait découvert. Elle ne savait pas comment procéder. Mais elle savait qu'elle devait voir Fatima. Elle devait lui parler. Elle devait comprendre. Et elle devait la remercier. Parce que ce que cette femme faisait n'avait pas de prix. Littéralement, n'avait pas de prix. Cependant, avant que Sophie ne puisse faire quoi que ce soit, avant qu'elle ne puisse assimiler tout ce qu'elle avait vu, avant qu'elle ne puisse décider quoi dire ou comment le dire, elle reçut un appel. C'était sa mère. Et ce que sa mère avait à dire allait tout changer une fois de plus. Hélène, la mère de Sophie, avait 71 ans et vivait dans un appartement de luxe dans le quartier le plus huppé de Paris. C'était une femme élégante, froide, du genre à considérer que montrer ses émotions était une faiblesse impardonnable. Sophie avait hérité beaucoup de choses d'elle, l'ambition, le perfectionnisme, et malheureusement, aussi l'incapacité à se connecter émotionnellement avec les personnes qu'elle aimait le plus. L'appel d'Hélène fut bref, direct, comme toujours. « Sophie, j'ai besoin de te parler. C'est à propos de quelque chose que j'ai pris chez toi. Tu peux venir demain. » Sophie sentit un frisson. « Quelque chose que tu as pris. »« Quoi donc ?»« Maman ? Le collier de ta grand-mère. J'en avais besoin pour une soirée. Je comptais te le rendre, mais j'ai oublié. » Sophie resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Le collier de diamant, celui qu'elle pensait avoir été volé, celui qui l'avait poussée à installer des caméras, celui qui l'avait fait soupçonner Fatima. Tout ce temps, c'était sa propre mère. « Maman, j'ai passé 1 semaine à penser qu'on m'avait volé. Ne sois pas dramatique. »« Sophie, je te le rendrai demain. » La ligne se coupa. Sophie fixa le téléphone. Elle ressentit un mélange de soulagement et de colère qu'elle ne savait pas comment gérer. Quel soulagement! Fatima était innocente. Évidemment qu'elle était innocente. Il n'y avait jamais eu de vol. La colère montait, celle d'avoir soupçonné une femme qui ne méritait absolument pas ça. Mais par-dessus tout, c'était la honte. Sophie avait installé des caméras pour piéger une voleuse. Et, au lieu de ça, elle avait découvert un ange. Cette nuit-là, Sophie n'a pas fermé l'œil. Elle s'est restée éveillée, hantée par tout ce qu'elle avait vu sur les enregistrements, pensant à Fatima, à Antoine, au petit-fils que cette femme avait perdu, au carton de couleur, à la berceuse africaine, à cette étreinte, ce câlin que son fils avait donné, volontairement, à une étrangère, alors qu'il n'avait jamais serré sa propre mère de cette façon. Une question s'est alors imposée à elle, une question qui lui a fait mal. Pourquoi? Est-ce qu'il la prend dans ses bras, elle, et pas moi? La réponse était évidente, douloureusement évidente, parce qu'elle est présente, parce qu'elle le voit, parce qu'elle essaie, chaque jour,
sans rien attendre en retour. Et moi, je ne fais que signer des chèques. Le lendemain matin, Sophie a fait quelque chose qu'elle ne faisait jamais. Elle a annulé toutes ses réunions. Elle a dit à son assistante qu'elle n'était disponible pour personne, et elle est restée à la maison. Elle est restée à la maison pour voir. Pas à travers des caméras, pas à travers un écran, en personne. Elle s'est cachée dans le couloir, au 2e étage, derrière une colonne, près de la porte de la chambre d'Antoine. Et elle a attendu, à 9h15, comme l'indiquait le schéma, le rythme que Sophie avait observé sur les enregistrements. Fatima est montée à l'étage. Elle marchait lentement, avec cette démarche fatiguée. Tandis quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Elle tenait quelque chose dans sa main, les cartons de couleur. Sophie a retenu son souffle, en voyant la femme entrer dans la chambre de son fils. Et alors, en faisant le moins de bruit possible, elle s'est approchée de la porte entrebâillée. Ce qu'elle a vu l'a fait trembler. Fatima était assise par terre, comme d'habitude. Antoine était devant elle, mais pas seulement assis. Il était à genoux, penché en avant, fixant du regard les cartons que la femme tenait. Fatima a pointé du doigt le carton avec le visage souriant. « Qu'est-ce que c'est ça, mon petit? Qu'est-ce que ça veut dire, ce dessin ?» Et Antoine a ouvert la bouche. Heureux. Le mot est sorti. Saccadé, imparfait. Mais c'était un mot que Sophie n'avait jamais entendu prononcer par son fils. Sophie a dû se couvrir la bouche pour ne pas faire de bruit. Les larmes ont commencé à couler, sans qu'elle puisse les arrêter. Fatima a souri avec une tendresse qui semblait impossible pour quelqu'un de son âge. « Très bien, Antoine. Très bien. Et celui-là, c'est quoi celui-là » Elle a pointé du doigt le carton avec le soleil. Antoine a regardé le dessin. Il a froncé les sourcils, avec concentration. Et puis, lentement, il a prononcé « soleil ». Parfait. Mon petit garçon, parfait. Fatima a tendu les bras et Antoine s'est laissé serrer dans ses bras. Et, tout en le serrant, elle a commencé à chanter cette mélodie, cette berceuse, que Sophie ne connaissait pas, mais qui, clairement, signifiait quelque chose de profond pour eux deux. Et alors, il s'est passé quelque chose que Sophie n'attendait pas. Antoine a levé la tête de l'étreinte. Il a regardé Fatima droit dans les yeux, et il a dit quelque chose qui ressemblait à un murmure, mais que Sophie a parfaitement entendu, depuis sa cachette. « Toi, et une seconde après, je t'aime. » Sophie a dû se tenir au mur pour ne pas tomber. Son fils avait dit « Je t'aime ». Son fils, que les médecins disaient, qui peut-être ne parlerait jamais clairement, avait prononcé les 2 mots les plus importants qui existent, et il ne les lui avait pas dit à elle. Il les avait dit à une femme de ménage de 67 ans, qui nettoyait les sols et faisait la vaisselle. Certaines personnes vont faire une pause ici. Ils vont avoir besoin d'un moment avant de continuer à écouter. Et c'est OK. Prenez ce moment, parce que ce qui vient après est tout aussi intense. Et si vous sentez que cela vous affecte, c'est parce que cette histoire parle de quelque chose que nous savons tous, mais que nous ne voulons pas admettre, que l'amour ne s'achète pas, que le temps ne se rattrape pas, que les enfants n'attendent pas que nous ayons du succès pour avoir besoin de nous. Ils ont besoin de nous maintenant, aujourd'hui, à cet instant. Sophie s'est éloignée de la porte. Elle a marché vers sa chambre en chancelant. Elle s'est assise sur le lit et a pleuré comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, pas exactement. C'étaient des larmes de reconnaissance. Reconnaissance de tout ce qu'elle avait manqué, de tout ce qu'elle avait évité, de toutes les fois où elle avait choisi une réunion plutôt qu'une étreinte, un voyage d'affaires plutôt qu'une soirée à la maison, un contrat plutôt qu'une berceuse, et dans cette reconnaissance, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait une décision. Sophie allait parler à Fatima. Elle allait lui dire ce qu'elle savait. Elle allait la remercier. Mais d'abord, elle avait besoin de comprendre quelque chose de plus. Elle avait besoin de connaître l'histoire complète. Cet après-midi-là, Sophie a fait quelque chose
qu'elle aurait probablement dû faire des semaines plus tôt. Elle est descendue à la cuisine, où Fatima faisait la vaisselle du déjeuner, et elle lui a dit, avec la voix la plus calme qu'elle a pu rassembler, « Fatima, vous pouvez vous asseoir un instant. J'ai besoin de vous parler. » La femme l'a regardée avec surprise. En tous les mois qu'elle travaillait là, la patronne ne lui adressait presque jamais la parole directement. C'était toujours par l'intermédiaire de l'assistante. Bien sûr, Madame Sophie. Il s'est passé quelque chose de grave? Non. Non. Il ne s'est rien passé de grave. J'ai juste besoin de savoir quelque chose. Fatima a essuyé ses mains sur son tablier et s'est assise sur l'une des chaises de l'îlot de cuisine. Sophie s'est assise en face d'elle, et pour la première fois, elle l'a vraiment regardée. Elle a vu les rides qui racontaient des histoires de soleil et de travail. Elle a vu les mains usées par des années à nettoyer les maisons des autres. Elle a vu les yeux fatigués, mais aimables. Elle a vu une femme qui avait vécu une vie entière avant d'arriver dans cet hôtel particulier. Fatima, parlez-moi de votre petit-fils. La femme s'est figée. Son visage a changé. Le masque d'employé serviable s'est fissuré, pendant un instant, montrant quelque chose en dessous. Quelque chose de vulnérable. Quelque chose de douloureux. Comment savez-vous pour mon petit-fils? Madame? Sophie a hésité. Elle ne voulait pas admettre qu'elle l'avait espionné. Mais elle ne voulait pas mentir non plus. J'ai vu une photographie, parmi vos affaires. Je n'ai pas voulu envahir votre vie privée. Mais je l'ai vue. C'était un mensonge à moitié. Techniquement, elle avait vu la photographie. Sauf que c'était à travers une caméra cachée. Fatima a hoché la tête lentement. Ses yeux se sont humidifiés. Mais elle n'a pas laissé couler de larmes. Lucas. Mon petit-fils s'appelait Lucas. Et alors, elle a commencé à parler. Lucas est né avec la trisomie 21, comme votre Antoine. Ma fille, la mère de Lucas, est morte en couche. Complication. Ça a été très rapide. On n'a rien pu faire. Le père de l'enfant était un lâche, qui a disparu avant que Lucas n'ait 1 an. Sophie a senti une boule dans sa gorge. L'histoire était trop similaire à la sienne. Fatima a continué. Je l'ai élevé. Lucas, depuis qu'il était bébé. Je l'emmenais partout, chez les thérapeutes, quand je pouvais payer, chez les médecins de la sécurité sociale, quand je ne pouvais pas. Je lui ai appris tout ce que je sais, à communiquer avec des signes, avec des dessins, avec des chansons. Cette mélodie que vous venez d'entendre était la préférée de Léo, la seule qui le calmait quand il avait des crises. Sophie ne dit rien. Elle écoutait, attentivement. Quand Léo avait 7 ans, il y a eu un accident. Nous traversions la rue. Un conducteur ivre. Il n'a pas vu le feu rouge. Moi, j'ai pu sauter à temps. Léo, non. Fatima s'arrêta. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à parler, une larme coula sur sa joue. Il est mort dans mes bras, au milieu de la rue, entouré d'étrangers qui ne savaient pas quoi faire. Il est mort pendant que je lui chantais cette chanson. La même que je chante à votre fils. Sophie tendit la main et prit celle de Fatima. Elle ne sut pas pourquoi elle le fit. C'était un besoin humain de se connecter à la douleur d'une autre personne. Quand? C'était quand? Il y a 8 ans, madame. 8 ans. 3 mois et 21 jours. Fatima leva les yeux, comme si elle comptait mentalement. Et il ne s'est pas passé un seul jour où je n'ai pas pensé à lui. Sophie serra la main de la femme. Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Pourquoi n'avez-vous jamais mentionné que vous aviez de l'expérience avec des enfants différents, des enfants spéciaux? Parce qu'on ne m'a pas embauché pour ça, madame. On m'a embauché pour nettoyer. Et c'est ce que je fais. Mais vous aidez, Antoine, je vous ai vu. Fatima la regarda droit dans les yeux pour la première fois. Vous m'avez vu. Sophie acquiesça. Il y eut un long silence, pesant. Et alors, Fatima parla d'une voix qui était à la fois ferme et fragile. Le petit Antoine me rappelle Léo. Pas en tout. Ce sont des personnes différentes. Mais ils ont le même regard,
Ce regard de celui qui veut se connecter mais ne sait pas comment, de celui qui a beaucoup à dire, mais ne trouve pas les mots. Quand je l'ai vu pour la première fois, seul, dans cette chambre pleine de jouets que personne n'utilisait, j'ai senti que mon cœur se brisait à nouveau. Et j'ai pensé que peut-être, si je n'avais pas pu sauver Léo, peut-être, je pouvais aider cet enfant. Peut-être, cela donnerait un sens à tout ce qui s'est passé. Sophie sentit les larmes couler sur son propre visage. « Il vous appelle Mamie », dit Sophie. Il dit « Mamie Fatima ». Fatima sourit à travers ses propres larmes. Oui, ça a commencé il y a 2 semaines. C'était le premier mot clair qu'il ait dit. Enfin, presque clair. Mais je l'ai compris. Et vous ne m'avez jamais rien dit. Ce n'était pas ma place, madame. Vous êtes sa mère. Moi, je ne suis que la femme de ménage. Sophie secoua la tête. Non. Vous n'êtes pas seulement la femme de ménage. Vous êtes beaucoup plus que ça. Et j'ai été une idiote de ne pas le voir avant. Il se fit un autre silence, mais ce silence était différent. C'était le silence de 2 personnes qui, finalement, se voyaient vraiment. Fatima, je dois vous avouer quelque chose, et j'ai besoin que vous me pardonniez. La femme la regarda avec curiosité. Un collier a disparu de ma chambre il y a quelques semaines. Il était très précieux, et j'ai pensé que peut-être vous l'aviez pris. Le visage de Fatima s'assombrit. Je ne volerai jamais rien, madame. Jamais de ma vie je n'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas. Je sais. Je le sais maintenant. C'est ma mère qui l'a emprunté et a oublié de me le dire. Mais avant de le savoir, j'ai installé des caméras dans la maison pour vous piéger. Fatima ouvrit les yeux avec surprise. Et ce que j'ai vu sur ces caméras, ce n'était pas un vol. C'était la chose la plus belle que j'ai vue de ma vie. C'était vous, prenant soin de mon fils comme je n'ai jamais su le faire. Sophie prit les 2 mains de Fatima entre les siennes. Pardonnez-moi de vous avoir soupçonné, de ne pas vous voir, de ne pas savoir ce que vous faisiez pour ma famille, pendant que j'étais trop occupé pour le remarquer. Fatima la regarda pendant un long moment. Et alors, lentement, elle sourit. « Il n'y a rien à pardonner, madame. Vous êtes une bonne mère. Vous êtes juste perdue, comme je l'étais perdue après la mort de Léo, mais on retrouve le chemin. On le retrouve toujours. Si vous n'avez pas ressenti de frisson avec ce que vous venez d'entendre, si vous n'avez pas senti quelque chose bouger à l'intérieur de vous, alors peut-être, vous devez vous demander, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes vraiment permis de ressentir? Parce que cette histoire, ce n'est pas à propos d'une employée et d'une patronne. C'est à propos de toutes les fois où nous jugeons quelqu'un sans connaître son histoire. Toutes les fois où nous supposons le pire des personnes que nous considérons comme inférieures. Toutes les fois où l'argent et le pouvoir nous aveuglent face à la vraie richesse qui est devant nos yeux. Mais cette histoire n'est pas encore terminée. Parce que ce qui s'est passé ensuite a changé la vie de tous dans cette maison. Pour toujours. Sophie passa les jours suivants à réfléchir à la façon d'arranger les choses, pas seulement avec Fatima, avec tout le monde, avec Antoine, avec elle-même, avec la façon dont elle avait vécu sa vie. Elle prit des décisions difficiles, elle délégua plus de responsabilités dans l'entreprise. Elle embaucha un directeur des opérations qui pouvait gérer le quotidien pendant qu'elle réduisait ses heures de travail. Elle annula des voyages qui n'étaient pas absolument nécessaires. Elle commença à rentrer à la maison avant 19 heures. Mais la chose la plus importante qu'elle fit fut de parler à Antoine, ou plutôt, d'essayer de parler. La première fois que Sophie s'assit sur le sol de la chambre de son fils, comme elle avait vu Fatima le faire dans les enregistrements, elle se sentit ridicule. Elle ne savait pas quoi faire de ses mains. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne connaissait pas les cartons de couleur, ni la chanson africaine, ni aucun des codes que Fatima avait créés. Antoine la regarda avec un mélange de curiosité et de méfiance. Il n'était pas habitué à ce que sa mère soit dans son espace. Pas comme ça. Pas assise sur le sol à son niveau. Sophie sentit que son cœur battait fort. « Bonjour Antoine, c'est maman. Je suis venue jouer avec toi. » L'enfant ne répondit pas. Il la regardait juste. Sophie chercha les cartons de couleur qui étaient dans une boîte à côté du lit. Elle trouva celui qui avait le visage souriant.
Elle le leva. Celui-ci signifie « joyeux », n'est-ce pas? Antoine acquiesça très lentement. « Tu veux m'enseigner les autres ?» Pendant un moment, rien ne se passa. Sophie pensa qu'elle avait échoué, que son fils ne voulait rien avoir à faire avec elle, qu'il était trop tard. Mais alors, très lentement, Antoine s'approcha. Il s'assit à côté d'elle. Il prit la boîte de carton et il commença à lui montrer chacun. Soleil, lit, nourriture, musique. Et quand il arriva au dernier carton, celui qui avait écrit le mot « maman », il le tint devant le visage de Sophie pendant un long moment. Sophie sentit que quelque chose se brisait et se reconstruisait en même temps à l'intérieur d'elle. « Oui », dit-elle, avec la voix tremblante, « c'est moi, maman. » Antoine la regarda droit dans les yeux, et alors, il fit quelque chose que Sophie se rappellerait pour le reste de sa vie. Il tendit les bras vers elle, pas vers Fatima, vers elle. Sophie le serra si fort dans ses bras qu'elle eut peur de le blesser. Mais l'enfant ne se plaignit pas. Il se laissa embrasser. Et pour la première fois en 6 ans, Sophie sentit qu'elle se connectait réellement avec son fils. Ce n'était pas trop tard. Ce n'était pas encore trop tard. Mais cela ne signifie pas que Fatima cessa d'être importante. Tout au contraire. Sophie proposa quelque chose à la femme qui avait tout changé. « Fatima, je veux que vous cessiez d'être la femme de ménage. » La femme la regarda avec une vive inquiétude. « Vous me renvoyez, madame. »« Non, je vous promouvois. Je veux que vous soyez la gardienne officielle d'Antoine, avec un salaire conséquent, des avantages, un contrat en bonne et due forme qui reconnaisse ce que vous faites réellement dans cette maison. » Fatima ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Sophie continua. « Et je veux autre chose. Je veux que vous quittiez cette chambre de bonne où l'on m'a dit que vous viviez. Il y a une chambre d'amis au 3e étage. Elle est spacieuse. Elle a sa propre salle de bain. Vous pouvez la décorer comme vous voulez. Je veux que vous viviez ici, avec nous, comme faisant partie de la famille. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Fatima. « Madame Sophie, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Ce n'est pas trop. C'est juste. C'est ce que vous méritez. Et honnêtement, c'est ce dont nous avons besoin. Antoine a besoin de vous, et moi aussi. J'ai besoin que vous m'appreniez à être la mère que j'aurais dû être depuis le début. » Fatima la regarda longuement. Et alors, pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette maison, elle sourit, vraiment. « D'accord, Madame Sophie, j'accepte, mais à une condition. » « Laquelle ? » « Que vous me laissiez continuer à préparer ce pot-au-feu du dimanche qu'Antoine aime tant. » Sophie rit à travers ses larmes. Marché conclu. Et c'est ainsi que Fatima, une femme de 67 ans qui avait perdu son petit-fils dans un accident de la route, trouva une nouvelle famille. Cette histoire ne devrait pas exister. Il ne devrait pas être possible qu'une femme de ménage soit plus importante pour un enfant que sa propre mère, directrice d'une grande maison de parfums. Il ne devrait pas être possible que l'amour gratuit surpasse tous les spécialistes payés. Il ne devrait pas être possible que quelqu'un qui porte tant de douleur ait encore autant d'amour à donner. Mais elle existe. Elle est réelle. Et si vous ressentez quelque chose maintenant, c'est parce que vous savez que des histoires comme celle-ci ne sont pas aussi rares qu'on le pense. Elles sont tout autour de nous. Simplement, nous ne les voyons pas, parce que nous ne voulons pas voir. Les mois passèrent, et les choses continuèrent à s'améliorer. Avec Fatima comme gardienne officielle et Sophie de plus en plus présente, Antoine commença à s'épanouir d'une manière que personne n'avait anticipée. Les médecins qui avaient dit que l'enfant ne parlerait peut-être jamais clairement durent ravaler leurs paroles lorsqu'Antoine commença à former des phrases complètes. Ce n'étaient pas des phrases parfaites. Il avait encore des difficultés. Il avait encore besoin de thérapie. Mais il progressait, chaque jour un peu plus. Et il y avait autre chose, qu'il avait commencé à appeler Sophie, maman. Pas maman écrit sur un carton. Maman dit de sa propre voix. La première fois qu'il l'a dit, Sophie l'aidait à mettre ses chaussures pour aller au parc. Fatima préparait un goûter dans la cuisine. Tout était normal, routinier. Et alors Antoine leva la tête, regarda Sophie et dit « Maman, je peux prendre mon ballon ?» Sophie resta paralysée. Antoine la regarda avec impatience,
comme n'importe quel enfant de 6 ans attendant une réponse. « Ballon, maman. S'il te plaît. » Sophie acquiesça, incapable de parler. Elle alla chercher le ballon avec les jambes tremblantes. Et quand elle revint et le tendit à Antoine, l'enfant lui fit un rapide bisou sur la joue et courut vers la porte. Un bisou, un simple bisou. Quelque chose que des millions d'enfants font tous les jours sans y penser. Mais pour Sophie, ce fut le moment le plus précieux de sa vie. Ce soir-là, après qu'Antoine se soit endormi, Sophie alla dans la chambre de Fatima. La femme était assise près de la fenêtre, regardant une vieille photographie, la photographie de Lucas. « Je peux entrer ?» Fatima acquiesça. Sophie s'assit à côté d'elle. Elle regarda la photo de l'enfant décédé il y a tant d'années. Un enfant qui avait préparé Fatima à ce moment. Un enfant dont la mort, d'une manière terrible et magnifique, avait sauvé un autre. « Vous croyez que Lucas serait fier de ce que vous faites ?» Fatima sourit avec tristesse et amour mêlés. « Je crois que Lucas m'a envoyé ici. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que d'une certaine manière, il savait que j'avais autant besoin d'Antoine qu'Antoine avait besoin de moi. » Sophie prit la main de la femme. « Merci, Fatima, pour tout. Pour ne pas avoir abandonné mon fils quand moi, j'avais déjà abandonné. Pour m'avoir appris que l'amour n'a pas besoin de diplôme ni de certification, pour être la grand-mère qu'Antoine mérite. » Fatima serra sa main. « Merci à vous, Madame Sophie, d'avoir ouvert les portes de votre maison et de votre cœur, de m'avoir donné une seconde chance d'être grand-mère. » Elles restèrent ainsi un moment. Deux femmes qui ne pourraient pas être plus différentes. Une riche, une pauvre, une jeune, une vieille, une blanche, une noire, mais unies par quelque chose de plus fort que n'importe quelle différence, unies par un enfant, unies par l'amour. 2 ans se sont écoulés depuis cet après-midi où Sophie a vu les enregistrements pour la première fois. Antoine a maintenant 8 ans. Il va dans une école inclusive où il a des amis. Il parle avec des phrases complètes, même s'il a encore besoin de temps pour organiser ses pensées. Il adore la musique, surtout cette comptine africaine que Mamie Fatima lui a apprise. Et il apprend à lire. Fatima a 69 ans et refuse de prendre sa retraite. Elle dit que s'occuper d'Antoine la maintient jeune. Elle a sa propre chambre décorée avec des photos de Lucas et d'Antoine ensemble sur le même mur, comme s'ils étaient frères, comme si le temps et la mort ne pouvaient pas les séparer. Sophie a réduit sa journée de travail de moitié. Elle est toujours directrice, mais elle a délégué davantage. Elle voyage moins. Elle rentre à la maison à temps pour dîner avec son fils tous les soirs. Et chaque dimanche, tous les 3 préparent ensemble le pot-au-feu préféré d'Antoine, pendant que de la musique africaine résonne dans la cuisine. La mère de Sophie, Madame Delacroix, a rendu le collier de diamants, mais Sophie ne le porte plus. Elle l'a rangé dans un coffre-fort et l'a oublié. Il y a des choses plus précieuses que les diamants, des choses qui ne peuvent pas être conservées dans des boîtes, des choses qui n'existent que lorsqu'on les partage. Et les caméras que Sophie a installées pour attraper une voleuse sont toujours là. Mais elle ne les regarde plus pour chercher des vols. Parfois, elle les regarde pour voir Fatima et Antoine jouer quand elle n'est pas à la maison, pour se rappeler ce qu'elle a failli perdre, pour remercier d'avoir trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'un collier de diamants. Elle a trouvé une famille imparfaite, brisée à certains endroits, reconstruite à d'autres, mais une vraie famille. Et tout a commencé avec une femme de 67 ans qui faisait le ménage, une femme qui portait une douleur immense et l'a transformée en amour. Une femme qui a vu un enfant invisible et a décidé de le rendre visible. Une femme qui a prouvé que les anges n'ont ni ailes ni auréoles. Les anges ont des uniformes bleus, des tabliers blancs et des gants de ménage jaunes. Vous avez 2 options maintenant. La première est de fermer ceci et d'oublier tout ce que vous avez entendu, de reprendre votre vie, vos routines, vos excuses pour lesquelles vous n'avez pas le temps pour les personnes que vous aimez. La seconde est de vous souvenir. Souvenez-vous de quelqu'un, dans votre vie, qui a pris soin de vous, sans que vous ayez à le demander. Quelqu'un qui vous a vu, quand vous étiez invisible. Quelqu'un qui vous a donné. Quelque chose que vous ne pouviez pas vous permettre d'acheter. Et si vous avez la chance, que cette personne soit encore en vie, il est peut-être temps de lui dire merci parce que les Fatima de ce monde ne vivent pas éternellement.
Mais l'amour qu'elle donne, oui, lui, perdure. C'était l'histoire d'une directrice qui a installé des caméras pour piéger une employée, et elle a découvert qu'il n'existe rien de plus précieux que quelqu'un qui aime sans condition. Il n'existe rien de plus précieux que quelqu'un qui voit l'invisible. Il n'existe rien de plus précieux que quelqu'un qui transforme la douleur en guérison. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'un peu, de ce que Sophie a ressenti en regardant ces enregistrements, alors elle aura atteint son but. Parce que les histoires qui comptent sont celles qui nous changent, même un peu, même seulement, pour aujourd'hui. Parce que parfois, les histoires les plus importantes ne font pas la une des journaux. Elles n'ont pas de titre. Elles n'ont pas des millions de vues. Parfois, les histoires les plus importantes se déroulent en silence, dans des pièces où personne ne regarde, dans des hôtels particuliers où l'amour maintenant se cache, derrière des uniformes de travail, dans des cœurs qui choisissent de continuer à battre, malgré la douleur. Et si vous avez appris quelque chose de cette histoire, que ce soit ceci, regardez les personnes qui vous entourent, vraiment. Regardez-les, parce qu'il y a peut-être une Fatima dans votre vie qui attend d'être vue. Et peut-être, juste peut-être, cette personne a besoin que vous lui disiez merci avant qu'il ne soit trop tard. N'attendez pas. Le temps n'attend personne.